Elle avait laissé une lettre sur la table, puis elle avait disparu avec 92 000 euros de nos économies. Pendant presque un an, je n'ai reçu ni appel, ni excuse, ni signe de vie. Et puis, un soir, son message est arrivé. Je me suis assez amusé, je suis prête à redevenir ta femme. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, elle a frappé à ma porte, et quand elle a vu qui lui a ouvert, son visage est devenu blanc comme la neige. Je m'appelle Marc Delorme. J'ai 53 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était solide. Pas parfaite, mais solide. J'habitais à Annecy, dans une maison claire, avec un petit jardin et une vue lointaine sur les montagnes. J'avais une femme, Claire, deux enfants adultes, et une affaire qui marchait bien. Je possédais plusieurs laveries automatiques dans la région. Rien de luxueux, rien de spectaculaire. Mais c'était stable. Chaque mois, l'argent entrait, les machines tournaient, les clients venaient. Mes employés gérèrent les urgences. Moi, je passais vérifier les comptes, réparer une porte, discuter avec un fournisseur. Le reste du temps, je m'occupais de la maison, je coupais les haies, je repeignais les volets, je préparais le dîner quand Claire rentrait tard. Claire travaillait dans l'immobilier, elle vendait des appartements au bord du lac, des maisons anciennes, des terrains chers. Elle savait parler aux gens, elle savait sourire, elle savait donner à chacun l'impression qu'il était important. Je l'admirais pour ça, je pensais même que son énergie compensait ma tranquillité. Elle était le mouvement, j'étais l'encre. Du moins, c'est ce que je croyais. Depuis quelque temps, elle rentrait souvent après le coucher du soleil. Elle disait qu'elle avait eu une visite tardive, ou un dîner avec des clients, ou un cocktail professionnel. Elle sentait parfois le parfum, le vin blanc et la fumée froide des terrasses. Je posais peu de questions, pas parce que je m'en fichais. Parce que je lui faisais confiance. Un homme qui aime vraiment ne passe pas ses soirées à soupçonner. Il croit, il attend, il ouvre la porte, il réchauffe l'assiette, c'est ce que je faisais. Puis, un mercredi matin de mars, tout s'est arrêté. Je suis descendu à la cuisine, la cafetière était encore tiède, la maison était trop silencieuse. Sur la table, il y avait une enveloppe, pas même fermée. Mon prénom était écrit dessus. D'une écriture rapide, presque impatiente. J'ai ouvert. Il y avait une seule feuille, quelques phrases. Marc, je dois me retrouver. Ne m'attends pas, je suis désolé. C'était tout. Pas d'explication, pas de discussion, pas de larmes, pas de regard. Je suis resté debout, en robe de chambre, avec cette feuille dans la main. Je l'ai relue, encore, et encore, comme si une phrase cachée allait apparaître. Comme si elle allait soudain m'expliquer pourquoi 28 ans de mariage venaient d'être jetés sur une table, entre une tasse vide et un morceau de pain. Sa voiture n'était plus là, la moitié de ses vêtements avaient disparu, ses bijoux aussi, son ordinateur aussi. Et quand j'ai ouvert notre compte commun, j'ai compris que la fuite avait été préparée. 92 000 euros avaient été retirés. Pas en plusieurs mois, pas par accident, en quelques jours. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas une crise, c'était un plan. Les premières semaines, j'ai agi comme un homme qui refuse de comprendre. Je l'ai appelé, tous les jours, le matin, le soir, parfois au milieu de la nuit. Sa messagerie répondait à ma place, je lui ai envoyé des messages, je lui ai demandé si elle allait bien, je lui ai demandé où elle était, je lui ai demandé ce que j'avais fait. Elle n'a jamais répondu. Alors j'ai appelé notre fils. Il s'appelait Julien, il avait 26 ans, il m'a répondu d'une voix dure, Papa, laisse-lui de l'air, maman étouffée. Ce mot m'a frappé. Étouffé. Dans notre maison, dans notre mariage, avec moi. Moi qui n'avais jamais levé la main sur elle, jamais crié, jamais trahi, jamais joué avec l'argent du foyer. Je lui ai demandé s'il savait où elle était. Il a soupiré, comme si j'étais fatigant, comme si j'étais un vieil homme incapable de comprendre la liberté. Elle a besoin de temps, respecte ça. Puis il a raccroché. Ma fille, Manon, a été plus douce, mais pas plus honnête. Elle pleurait au téléphone. Elle disait qu'elle m'aimait. Elle disait qu'elle ne voulait pas être au milieu. Mais je sentais qu'elle savait quelque chose. Je sentais qu'elle cachait des morceaux de vérité dans ses silences. C'est étrange. On peut survivre à l'absence. Mais le silence des gens qu'on aime vous ronge autrement. Il vous fait douter de votre propre place. Au bout de quelques mois, j'ai arrêté d'attendre devant mon téléphone. Pas parce que j'allais mieux, parce que mon corps était fatigué de tomber à chaque vibration. Je me levais, je me lavais, je regardais les comptes de mes laveries. Je trouvais quelque chose à réparer. Un robinet, une barrière, une lampe extérieure. Je travaillais pour ne pas penser, je m'épuisais pour ne pas pleurer. C'est à ce moment-là qu'Amélie est entrée dans ma vie. Elle avait loué la petite maison en face de chez moi. Je l'avais à peine remarquée au début. Une femme brune, 38 ans, souvent habillée en tenue d'hôpital, les cheveux attachés, un sac fatigué sur l'épaule. Elle travaillait comme infirmière dans un service de soins intensifs à Chambéry. Elle partait quand d'autres rentraient. Elle rentrait quand la ville dormait encore.
Un matin, je réparais la clôture devant chez moi, il faisait gris, je n'avais pas dormi. Elle a traversé la rue avec une assiette couverte d'un torchon, elle m'a dit simplement: «J'ai fait trop de madeleines, elles sont un peu trop cuites, mais elles restent bonnes.» Je l'ai regardée sans savoir quoi répondre. Depuis des mois, personne ne m'avait apporté quelque chose sans attendre autre chose en retour. Elle a posé l'assiette sur le muret, puis elle a souri. Pas un sourire de pitié, pas un sourire de femme qui veut plaire. Un sourire humain, calme. Je m'appelle Amélie. J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon. Marc. Je sais, c'est écrit sur votre boîte aux lettres. J'ai failli sourire. C'était petit, mais c'était déjà beaucoup. Elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas demandé où était ma femme, elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi je paraissais vidé. Elle m'a seulement dit: «Si un jour vous voulez boire un café sans faire semblant d'aller bien, je suis souvent là le jeudi matin.» Puis elle est repartie. Je suis resté devant ma clôture avec cette assiette de madeleine tiède. J'en ai mangé une, puis une autre. Elles étaient effectivement trop cuites. Mais ce jour-là, elles avaient le goût de quelque chose que j'avais oublié: la douceur. Le jeudi suivant, je suis allé chez elle, sans fleurs, sans intention, sans courage non plus. J'avais juste besoin d'un endroit où parler sans être jugé. Son café était très fort, presque brutal. Elle l'a servi dans 2 tasses différentes, une avec un chat bleu, l'autre avec une fissure fine près de l'anse. Elle s'est assise en face de moi, elle a attendu. Alors j'ai parlé, je lui ai raconté la lettre, l'argent, les appels sans réponse, les enfants qui semblaient protéger leur mère de mes questions. Amélie écoutait, vraiment, sans couper, sans donner de grandes leçons. À la fin, elle a demandé doucement: «Et vous, Marc, qui vous protège pendant que tout le monde protège Claire?» Cette phrase m'a traversé. Je n'ai pas répondu, parce que je ne savais pas, parce que la réponse était personne. Ce matin-là, je suis rentré chez moi plus léger. Pas heureux, pas encore, mais un peu moins seul. Et parfois, dans une vie qui s'effondre, c'est déjà le début d'un miracle. Les semaines ont continué. Elles ne guérissaient pas tout, mais elles m'apprenaient à respirer autrement. Amélie et moi n'avions rien décidé, rien annoncé, rien nommé. Le jeudi matin était simplement devenu un repère. Elle rentrait souvent épuisée de l'hôpital. Je passais chercher du pain aux noix ou des croissants dans une petite boulangerie près du canal. Puis, je traversais la rue. Elle ouvrait la porte avec les yeux fatigués, les cheveux mal attachés et ce sourire discret qui ne demandait jamais plus que ce que je pouvais donner. Nous parlions de tout: des patients qu'elle n'avait pas réussi à sauver, des familles qui s'accrochaient à une main froide, des médecins trop pressés, de la solitude des couloirs blancs. Puis, elle me demandait des nouvelles de Julien et de Manon. Je répondais comme je pouvais. Julien m'appelait rarement. Quand il le faisait, sa voix était sèche. Il me parlait comme si j'avais commis une faute invisible. Comme si le simple fait de continuer à vivre était une trahison envers sa mère. Manon envoyait parfois des messages courts, tendres, mais prudents. Elle écrivait qu'elle pensait à moi, puis elle disparaissait pendant plusieurs jours. Je sentais qu'elle voulait venir vers moi, mais quelque chose la retenait, ou quelqu'un. Un après-midi de juillet, la chaleur était lourde sur Annecy. Les laveries tournaient sans arrêt. Les gens lavèrent les couvertures des locations d'été. Les étudiants préparaient leur départ. Les touristes entraient avec des sacs pleins de vêtements humides. Mes employés étaient débordés. J'aurais dû passer la journée dans les comptes, mais je me suis retrouvé chez Amélie dans son jardin à réparer une vieille marche en bois. Elle m'avait dit que ce n'était pas nécessaire. J'avais répondu que mes mains avaient besoin de travailler. Elle s'était assise sur l'herbe avec 2 verres de citronnade. Elle m'a regardé planter un clou, puis elle m'a demandé: «Marc, est-ce que tu fais ça parce que tu veux avancer ou parce que tu attends encore qu'elle revienne?» Le marteau est resté immobile dans ma main. La question était douce, mais elle frappait juste. J'ai regardé la marche, puis mes chaussures, puis elle. Il y a quelques mois, j'aurais dit que j'attendais. Maintenant, je ne sais plus. Je crois que j'essaie seulement de comprendre qui je suis sans elle. Amélie a hoché la tête. C'est déjà beaucoup. Elle n'a pas essayé de prendre une place. Elle n'a pas parlé d'avenir. Elle n'a pas dit que Claire ne méritait plus rien. C'est peut-être pour ça que je me suis senti en sécurité avec elle. Parce qu'elle ne poussait pas. Elle restait là, simplement. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé les photos dans le salon. Claire et moi devant la mairie. Claire et moi à Rome. Claire et moi sur un bateau, il y avait longtemps. J'ai pris la photo du mariage. Je l'ai tenue un moment, je ne pleurais pas. J'étais trop fatigué pour pleurer, puis je l'ai mise dans un tiroir. Pas par haine, par lucidité. Certaines portes ne claquent pas, elles se ferment en silence, et un jour, on découvre qu'on ne veut plus les rouvrir. À la fin de l'été, Amélie a commencé à passer parfois chez moi. Elle m'aidait à cuisiner, ou elle s'endormait sur le canapé après ses gardes.
Une fois, je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de réparer une tasse avec de la colle. Elle avait ce sérieux des gens qui respectent les petites choses cassées. Je lui ai dit que je pouvais en acheter une autre. Elle a répondu. Ce n'est pas parce qu'une chose est fêlée qu'elle ne mérite plus sa place. Je ne sais pas si elle parlait de la tasse ou de moi, mais j'ai gardé cette phrase. Au début de septembre, Julien est passé sans prévenir. Il n'était pas venu depuis des mois. Il est resté debout sur le seuil, raide, mal à l'aise. Ses yeux ont vu 2 tasses sur la table, puis le foulard d'Amélie posé sur une chaise. Son visage s'est fermé. Tu n'as pas perdu de temps. La phrase m'a blessé, pas parce qu'elle était vraie, parce qu'elle venait de mon fils. J'ai respiré lentement. Entre, si tu veux parler. Il n'est pas entré. Maman souffre. J'ai presque ri, mais je me suis retenu. Elle souffre où, Julien? Elle ne répond pas, elle ne dit pas où elle vit, elle ne parle pas, elle prend notre argent, elle disparaît. Et maintenant, c'est elle qui souffre? Il a serré les mâchoires. Tu ne comprends rien, elle avait besoin d'exister. Ces mots m'ont vidé, besoin d'exister. Comme si je l'avais effacé, comme si notre maison avait été une prison. Comme si les voyages, les repas, les anniversaires, les projets, les années de patience, tout cela n'avait été qu'une cage. Je lui ai demandé calmement, « Est-ce que tu sais où elle est ?» Il a baissé les yeux, c'était une réponse. Je n'avais pas besoin de plus. Depuis quand? Il n'a rien dit, alors j'ai compris, depuis le début. Mon propre fils savait, il savait pendant que moi, j'imaginais des accidents, des hôpitaux, des drames. Il savait pendant que je me réveillais la nuit avec le téléphone dans la main. Tu lui as envoyé de l'argent? Il a relevé la tête. Ses yeux étaient pleins de colère et de honte. C'est ma mère. J'ai reçu cette phrase comme une gifle. Et moi, je suis quoi? Il n'a pas répondu. Il est parti quelques secondes plus tard, sans me prendre dans ses bras, sans même dire au revoir. Je suis resté dans l'entrée, la porte ouverte, le cœur lourd. Amélie est arrivée 1 heure plus tard. Elle a vu mon visage et n'a posé qu'une seule question. Il savait? J'ai hoché la tête. Elle a posé son sac, puis elle m'a pris la main. Marc, être trahi par une épouse fait mal, mais être abandonné par ceux qui auraient dû au moins te dire la vérité, ça fait un autre genre de blessure. Cette fois, j'ai pleuré. Pas longtemps, mais assez pour comprendre que j'avais porté trop de choses seul. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Je n'ai plus cherché à défendre Claire dans ma tête, je n'ai plus inventé d'excuses. Je n'ai plus dit qu'elle était perdue. Elle n'était pas perdue. Elle avait choisi un chemin, et moi, je devais choisir le mien. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier de la banque, un relevé ancien que j'avais demandé. En regardant les mouvements, j'ai découvert que les retraits n'avaient pas commencé en mars. Ils avaient commencé bien avant. Petite somme après petite somme, puis des virements plus grands, vers un compte que je ne connaissais pas. Le nom du bénéficiaire est apparu plusieurs fois. Antoine Vasseur. Je ne connaissais pas cet homme. Mais son nom allait bientôt devenir impossible à oublier. J'ai posé le document sur la table. Amélie était en face de moi. Elle a lu en silence. Puis, elle m'a regardé. Marc, ce n'est plus seulement une femme qui est partie, c'est une femme qui préparait sa sortie pendant que tu lui faisais confiance. J'ai senti le sol se déplacer sous mes pieds une seconde fois. Mais cette fois, je ne suis pas tombé. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un avocat. Et pour la première fois depuis le départ de Claire, ma voix n'a pas tremblé. L'avocate s'appelait Élise Garnier. Elle avait un cabinet discret au 2e étage d'un immeuble ancien près du palais de justice. Rien dans son bureau ne cherchait à impressionner. Une grande table, des dossiers parfaitement alignés, une plante verte près de la fenêtre et son regard. Un regard calme, précis. Le genre de regard qui ne laisse pas beaucoup de place au mensonge. Je lui ai raconté le départ de Claire, la lettre, les économies retirées, le silence, les enfants qui savaient plus qu'ils ne disaient, puis je lui ai montré les relevés bancaires. Elle a lu sans m'interrompre. Quand elle a vu le nom d'Antoine Vasseur, elle a posé son stylo. « Vous connaissez cet homme ?»« Non. »« Votre femme le connaît sûrement très bien. » Je n'ai rien répondu, je le savais déjà, mais l'entendre de la bouche d'une étrangère rendait la chose plus réelle. Élise a repris les feuilles une par une. Elle a entouré plusieurs virements, tous vers le même compte, tous espacés avec prudence. Comme si Claire avait voulu vider le bateau sans que je voie l'eau monter. Monsieur Delorme, il ne faut plus voir cette histoire comme une crise conjugale, il faut la voir comme une séparation préparée, et peut-être comme une fraude. Le mot a claqué dans la pièce. Fraude. Je pensais encore à une trahison, à une fuite, à une lâcheté. Mais pas à ça, pas à une affaire organisée. Élise m'a conseillé de ne plus contacter Claire directement. Elle m'a demandé de conserver tous les messages, de ne rien effacer, de faire une copie de chaque document. Elle m'a aussi parlé d'un enquêteur privé. Un ancien gendarme, un homme fiable selon elle,
Il s'appelait Victor Morel. Je n'aimais pas l'idée. Faire suivre ma femme me semblait sale, même après ce qu'elle avait fait. Mais Élise m'a regardé avec fermeté. Vous ne cherchez pas à vous venger, vous cherchez à vous protéger, ce n'est pas la même chose. Alors j'ai accepté. Le soir, j'ai tout raconté à Amélie. Elle était assise dans ma cuisine, les deux mains autour d'une tasse de tisane. La fatigue de sa garde lui creusait le visage. Mais elle m'écoutait avec une attention totale. Quand j'ai fini, elle a seulement dit « Tu as bien fait ». Je lui ai demandé si elle me trouvait dure, elle a posé sa tasse. « Non, Marc, je te trouve enfin debout ». Cette phrase m'a accompagné toute la nuit. Enfin debout. Le lendemain, un message est arrivé. Pas de Claire, de Manon. « Papa, maman dit que tu as engagé une avocate, elle dit que tu veux la détruire. Est-ce vrai ?» J'ai lu le message plusieurs fois. J'aurais pu répondre avec colère. J'aurais pu lui envoyer les relevés, j'aurais pu lui dire que sa mère mentait encore. Mais Manon n'était pas mon ennemie, elle était ma fille. Alors j'ai écrit simplement « Je ne veux détruire personne, je veux comprendre ce qui s'est passé et je veux protéger ce qui reste de ma vie. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Quelques heures plus tard, elle a écrit « Je suis désolé, je ne sais plus qui croire. » Cette phrase m'a fait mal, mais elle était honnête. Et l'honnêteté, à ce moment-là, valait déjà plus que toutes les promesses de Claire. Les jours suivants, Claire est revenue dans ma vie par petits coups. Un message, puis deux, puis une pluie de mots. J'ai eu peur. Je n'étais plus moi-même. Tu ne peux pas jeter notre mariage. Nous avons construit trop de choses ensemble. Puis, un soir, un message plus froid. Si tu continues avec ton avocate, je demanderai ma part de tout. Les laveries, la maison, la retraite, tout. J'ai posé le téléphone sur la table. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai senti quelque chose se rompre définitivement. Ce n'était plus une femme perdue, c'était une femme qui revenait parce que son plan ne s'était pas terminé comme prévu. 2 semaines plus tard, Victor Morel m'a appelé. Sa voix était basse, professionnelle, sans dramatisation. Il m'a demandé de passer à son bureau. Je m'y suis rendu avec Élise. Victor avait préparé un dossier, des photos, des dates écrites en toutes lettres, des copies de réservation, des témoignages. Antoine Vasseur n'était pas un simple ami. Il était promoteur immobilier, plus jeune que moi, très élégant, très sûr de lui. Claire l'avait rencontré lors d'un salon professionnel à Lyon, plusieurs années avant son départ. Ils avaient commencé par des rendez-vous discrets, puis des week-ends, puis des voyages. Quand elle disait qu'elle allait visiter un bien pour un client, elle le rejoignait parfois dans des hôtels. Quand elle prétendait dîner avec une équipe d'agence, elle était souvent avec lui. Je regardais les photos sans parler. Claire entrant dans un hôtel, Claire sortant d'une voiture de sport, Claire riant sur une terrasse avec cet homme. Ce n'était pas la douleur la plus forte. La douleur la plus forte venait d'un détail. Sur une photo, elle portait l'écharpe que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'avais besoin d'air. Victor a continué d'une voix calme. Antoine avait des dettes, beaucoup de dettes, des projets immobiliers ratés, des investisseurs mécontents, des procédures en cours. Et Claire lui avait versé de l'argent. Notre argent. Pas seulement après son départ, avant aussi, peu à peu, comme si elle finançait une nouvelle vie en vidant l'ancienne. Élise a fermé le dossier. Nous avons assez pour demander une protection de vos biens et pour contester sérieusement toute demande de partage égal. J'ai demandé une seule chose. Est-ce qu'elle l'aime? Personne n'a répondu tout de suite, puis Victor a dit « D'après ce que j'ai trouvé, il l'a quittée quand l'argent a commencé à manquer. » Je me suis assis, voilà donc la vérité. Claire n'était pas revenue parce qu'elle avait compris ma valeur. Elle était revenue parce qu'un autre homme avait fini de compter ce qu'elle pouvait lui donner. Et quand il n'y avait plus assez, il l'avait laissée avec ses regrets, ou avec son orgueil blessé. Ce soir-là, je suis rentré tard. Amélie m'attendait. Elle avait préparé une soupe, je n'avais pas faim, mais je me suis assis, elle n'a pas demandé les détails tout de suite, elle a seulement posé une assiette devant moi, puis elle s'est assise en face. Je lui ai raconté. Les photos, les hôtels, l'argent, Antoine. Elle n'a pas eu l'air surprise. Triste, oui, mais pas surprise. Certaines personnes ne reviennent pas parce qu'elles nous aiment. Elles reviennent parce que le monde dehors les a moins bien traités que nous. J'ai baissé les yeux. J'ai été son refuge. Amélie a secoué la tête. Non, tu as été son mari, elle t'a transformé en refuge quand elle a perdu le reste, ce n'est pas pareil. À cet instant, j'ai compris pourquoi j'avais besoin d'elle près de moi. Elle ne me consolait pas avec des mensonges. Elle me rendait la réalité supportable. Et si vous écoutez cette histoire jusqu'ici, prenez juste un instant pour soutenir notre chaîne. Un abonnement et un petit signe d'appréciation aident beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Votre présence permet à ces récits de continuer, et chaque geste compte vraiment. Le lendemain matin, Julien m'a appelé.
Sa voix était agressive dès la première seconde. Maman m'a tout dit. Tu veux l'humilier en justice? Je suis resté calme. Ta mère ne t'a pas tout dit, elle t'a dit ce qui l'arrange. Elle a fait des erreurs, papa. Mais tu es en train de refaire ta vie avec la voisine comme si elle n'avait jamais existé. J'ai fermé les yeux, je l'entendais respirer fort. Je l'entendais prêt à me condamner, avant même de savoir. Julien, sais-tu qui est Antoine Vasseur? Silence, court, mais suffisant. Pourquoi tu parles de lui? Mon cœur s'est serré. Donc tu sais, il n'a pas répondu. Depuis quand? Il a fini par souffler. Maman m'avait dit que c'était quelqu'un qui l'aidait, quelqu'un qui la comprenait. Et moi, je ne la comprenais pas? Ce n'est pas ce que je dis. C'est pourtant ce que vous me répétez tous depuis des mois. Il a crié que je jouais la victime, que je voulais salir sa mère, que je ne supportais pas qu'elle ait voulu autre chose. Je l'ai laissé parler. Puis, j'ai dit doucement, ton amour pour ta mère t'honore. Ton aveuglement, lui, te détruira. Il a raccroché. Je suis resté avec le téléphone dans la main, je n'étais même plus en colère, seulement triste. Le soir même, Claire a envoyé un nouveau message. Il faut qu'on parle. Je rentre bientôt à Annecy, tu me dois au moins une conversation. Je l'ai transmis à Élise. Elle m'a répondu rapidement. Ne répondez pas, toute communication passera par moi. Alors je n'ai pas répondu, mais au fond de moi, je savais que Claire ne respecterait pas cette limite. Elle n'avait jamais supporté les portes fermées, surtout quand elle pensait encore posséder la clé. L'avocate s'appelait Élise Garnier. Elle avait un cabinet discret au 2e étage d'un immeuble ancien près du palais de justice. Rien dans son bureau ne cherchait à impressionner. Une grande table, des dossiers parfaitement alignés, une plante verte près de la fenêtre, et son regard. Un regard calme, précis, le genre de regard qui ne laisse pas beaucoup de place au mensonge. Je lui ai raconté le départ de Claire, la lettre. Les économies retirées, le silence. Les enfants qui savaient plus qu'ils ne disaient. Puis, je lui ai montré les relevés bancaires. Elle a lu sans m'interrompre. Quand elle a vu le nom d'Antoine Vasseur, elle a posé son stylo. Vous connaissez cet homme? Non. Votre femme le connaît sûrement très bien. Je n'ai rien répondu, je le savais déjà. Mais l'entendre de la bouche d'une étrangère rendait la chose plus réelle. Élise a repris les feuilles une par une, elle a entouré plusieurs virements, tous vers le même compte, tous espacés avec prudence, comme si Claire avait voulu vider le bateau sans que je voie l'eau monter. Monsieur Delorme, il ne faut plus voir cette histoire comme une crise conjugale, il faut la voir comme une séparation préparée, et peut-être comme une fraude. Le mot a claqué dans la pièce. Fraude. Je pensais encore à une trahison, à une fuite, à une lâcheté. Mais pas à ça, pas à une affaire organisée. Élise m'a conseillé de ne plus contacter Claire directement. Elle m'a demandé de conserver tous les messages, de ne rien effacer, de faire une copie de chaque document. Elle m'a aussi parlé d'un enquêteur privé, un ancien gendarme, un homme fiable, selon elle. Il s'appelait Victor Morel. Je n'aimais pas l'idée, faire suivre ma femme me semblait sale, même après ce qu'elle avait fait. Mais Élise m'a regardé avec fermeté. Vous ne cherchez pas à vous venger, vous cherchez à vous protéger, ce n'est pas la même chose. Alors j'ai accepté. Le soir, j'ai tout raconté à Amélie. Elle était assise dans ma cuisine, les 2 mains autour d'une tasse de tisane. La fatigue de sa garde lui creusait le visage, mais elle m'écoutait avec une attention totale. Quand j'ai fini, elle a seulement dit « Tu as bien fait ». Je lui ai demandé si elle me trouvait dur, elle a posé sa tasse. « Non Marc, je te trouve enfin debout ». Cette phrase m'a accompagné toute la nuit. Enfin debout. Le lendemain, un message est arrivé. Pas de Claire, de Manon. Papa, maman dit que tu as engagé une avocate. Elle dit que tu veux la détruire. Est-ce vrai? J'ai lu le message plusieurs fois. J'aurais pu répondre avec colère. J'aurais pu lui envoyer les relevés. J'aurais pu lui dire que sa mère mentait encore. Mais Manon n'était pas mon ennemie. Elle était ma fille. Alors j'ai écrit simplement. Je ne veux détruire personne. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Et je veux protéger ce qui reste de ma vie. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quelques heures plus tard, elle a écrit. Je suis désolé, je ne sais plus qui croire. Cette phrase m'a fait mal, mais elle était honnête. Et l'honnêteté, à ce moment-là, valait déjà plus que toutes les promesses de Claire. Les jours suivants, Claire est revenue dans ma vie par petits coups. Un message, puis 2, puis une pluie de mots. J'ai eu peur. Je n'étais plus moi-même. Tu ne peux pas jeter notre mariage. Nous avons construit trop de choses ensemble. Puis, un soir, un message plus froid. Si tu continues avec ton avocate, je demanderai ma part de tout. Les laveries, la maison, la retraite, tout. J'ai posé le téléphone sur la table. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai senti quelque chose se rompre définitivement,
Ce n'était plus une femme perdue. C'était une femme qui revenait parce que son plan ne s'était pas terminé comme prévu. 2 semaines plus tard, Victor Morel m'a appelé. Sa voix était basse. Professionnelle, sans dramatisation, il m'a demandé de passer à son bureau. Je m'y suis rendu avec Élise. Victor avait préparé un dossier, des photos, des dates écrites en toutes lettres, des copies de réservation, des témoignages. Antoine Vasseur n'était pas un simple ami, il était promoteur immobilier, plus jeune que moi, très élégant, très sûr de lui. Claire l'avait rencontré lors d'un salon professionnel à Lyon, plusieurs années avant son départ. Ils avaient commencé par des rendez-vous discrets, puis des week-ends, puis des voyages. Quand elle disait qu'elle allait visiter un bien pour un client, elle le rejoignait parfois dans des hôtels. Quand elle prétendait dîner avec une équipe d'agence, elle était souvent avec lui. Je regardais les photos sans parler. Claire entrant dans un hôtel, Claire sortant d'une voiture de sport. Claire riant sur une terrasse avec cet homme. Ce n'était pas la douleur la plus forte. La douleur la plus forte venait d'un détail. Sur une photo, elle portait l'écharpe que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'avais besoin d'air. Victor a continué d'une voix calme. Antoine avait des dettes, beaucoup de dettes, des projets immobiliers ratés, des investisseurs mécontents, des procédures en cours, et Claire lui avait versé de l'argent. Notre argent, pas seulement après son départ, avant aussi, peu à peu, comme si elle finançait une nouvelle vie en vidant l'ancienne. Élise a fermé le dossier. Nous avons assez pour demander une protection de vos biens et pour contester sérieusement toute demande de partage égal. J'ai demandé une seule chose. Est-ce qu'elle l'aime? Personne n'a répondu tout de suite, puis Victor a dit. D'après ce que j'ai trouvé, il l'a quittée quand l'argent a commencé à manquer. Je me suis assis, voilà donc la vérité. Claire n'était pas revenue parce qu'elle avait compris ma valeur. Elle était revenue parce qu'un autre homme avait fini de compter ce qu'elle pouvait lui donner. Et quand il n'y avait plus assez, il l'avait laissée avec ses regrets, ou avec son orgueil blessé. Ce soir-là, je suis rentré tard. Amélie m'attendait, elle avait préparé une soupe, je n'avais pas faim, mais je me suis assis, elle n'a pas demandé les détails tout de suite. Elle a seulement posé une assiette devant moi, puis elle s'est assise en face. Je lui ai raconté. Les photos, les hôtels, l'argent, Antoine. Elle n'a pas eu l'air surprise. Triste, oui, mais pas surprise. Certaines personnes ne reviennent pas parce qu'elles nous aiment, elles reviennent parce que le monde dehors les a moins bien traités que nous. J'ai baissé les yeux. J'ai été son refuge. Amélie a secoué la tête. Non, tu as été son mari. Elle t'a transformé en refuge quand elle a perdu le reste, ce n'est pas pareil. À cet instant, j'ai compris pourquoi j'avais besoin d'elle près de moi. Elle ne me consolait pas avec des mensonges. Elle me rendait la réalité supportable. Et si vous écoutez cette histoire jusqu'ici, prenez juste un instant pour soutenir notre chaîne. Un abonnement et un petit signe d'appréciation aident beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Votre présence permet à ces récits de continuer, et chaque geste compte vraiment. Le lendemain matin, Julien m'a appelé. Sa voix était agressive dès la première seconde. Maman m'a tout dit. Tu veux l'humilier en justice? Je suis resté calme. Ta mère ne t'a pas tout dit, elle t'a dit ce qui l'arrange. Elle a fait des erreurs, papa, mais tu es en train de refaire ta vie avec la voisine comme si elle n'avait jamais existé. J'ai fermé les yeux, je l'entendais respirer fort, je l'entendais prête à me condamner, avant même de savoir. Julien, sais-tu qui est Antoine Vasseur? Silence. Court, mais suffisant. Pourquoi tu parles de lui? Mon cœur s'est serré. Donc tu sais? Il n'a pas répondu. Depuis quand? Il a fini par souffler. Maman m'avait dit que c'était quelqu'un qui l'aidait, quelqu'un qui la comprenait. Et moi, je ne la comprenais pas? Ce n'est pas ce que je dis. C'est pourtant ce que vous me répétez tous depuis des mois. Il a crié que je jouais la victime, que je voulais salir sa mère, que je ne supportais pas qu'elle ait voulu autre chose. Je l'ai laissé parler. Puis, j'ai dit doucement, ton amour pour ta mère t'honore. Ton aveuglement, lui, te détruira. Il a raccroché. Je suis resté avec le téléphone dans la main. Je n'étais même plus en colère, seulement triste. Le soir même, Claire a envoyé un nouveau message. Il faut qu'on parle. Je rentre bientôt à Annecy. Tu me dois au moins une conversation. Je l'ai transmis à Élise. Elle m'a répondu rapidement. Ne répondez pas. Toute communication passera par moi. Alors je n'ai pas répondu. Mais au fond de moi, je savais que Claire ne respecterait pas cette limite. Elle n'avait jamais supporté les portes fermées, surtout quand elle pensait encore posséder la clé. Claire est revenue un dimanche matin, il pleuvait sur Annecy, une pluie fine, froide, le genre de pluie qui colle aux vitres et rend la maison plus silencieuse encore. J'étais dans la cuisine, je préparais du café. Amélie était à l'étage dans la salle de bain. Elle avait dormi chez moi après une garde difficile.
Ce n'était plus seulement une voisine, ce n'était plus seulement une amie. Je ne savais pas encore quel mot mettre sur nous, mais je savais une chose. Quand elle était là, la maison ne ressemblait plus à un musée de ma vie d'avant. Elle respirait, elle vivait. On avait passé la soirée à vider des cartons dans le grenier. J'avais retrouvé des objets que je gardais sans raison. Des cartes postales, des vieux billets de train, des cadeaux que Claire m'avait faits sans vraiment me connaître. Amélie ne m'avait poussé à rien, elle disait seulement « Garde ce qui te fait du bien, le reste n'a pas besoin de t'enchaîner ». Alors j'avais jeté beaucoup, pas tout, mais assez pour sentir que quelque chose se libérait. Quand on a frappé à la porte, j'ai su, avant même de regarder. Il y avait dans ses coups une impatience que je connaissais. Claire ne frappait jamais comme quelqu'un qui demande. Elle frappait comme quelqu'un qui pense qu'on va ouvrir. Je suis resté immobile quelques secondes, puis j'ai regardé par la fenêtre du couloir. Elle était là, parfaitement coiffée, manteau beige, sac de cuir, maquillage soigné. Elle avait ce visage de femme qui veut avoir l'air blessée sans perdre sa dignité. Je n'ai pas ouvert, elle a frappé encore, plus fort. Marc, je sais que tu es là, ta voiture est devant, ouvre-moi. Sa voix m'a traversé. Pendant des années, cette voix avait décidé de mes soirées, de mes vacances, de mes silences. Ce matin-là, elle n'a décidé de rien. Je me suis approché de la porte, sans l'ouvrir. Tu dois partir, Claire. Il y a eu un silence, puis elle a chalou répondu. Je veux juste parler. Après tout ce qu'on a vécu, tu me dois au moins ça. Cette phrase. Tu me dois, même là, même après l'argent, même après la fuite, même après Antoine. Elle parlait encore comme si j'étais son débiteur. J'ai posé ma main sur la poignée, mais je ne l'ai pas tournée. Je ne te dois plus une conversation, tu as eu presque une année pour parler. Tu as choisi le silence. Maintenant, tu parleras avec mon avocate. Sa voix a changé, elle est devenue plus douce, plus basse, celle qu'elle utilisait autrefois quand elle voulait me faire céder. Marc, j'ai eu peur, je me suis perdu, je n'étais pas moi-même. J'ai fermé les yeux, combien de fois avais-je rêvé de ces mots? Combien de nuits avais-je imaginé qu'elle reviendrait en pleurant? Et maintenant qu'elle était là, je ne ressentais presque rien. Pas de victoire, pas de rage, seulement une fatigue ancienne. Tu ne t'es pas perdu, Claire, tu as suivi quelqu'un, et quand il t'a laissé, tu as cherché le chemin du retour. Derrière moi, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Amélie descendait, elle portait l'un de mes pulls gris, ses cheveux étaient encore humides, son visage était pâle. Depuis quelques jours, elle avait des nausées, elle disait que c'était la fatigue. Mais nous savions tous les deux que ce n'était peut-être pas seulement ça. La veille, elle m'avait montré un test, nous n'avions pas encore osé dire le mot à voix haute, pas vraiment, la vie allait trop vite. Et pourtant, quand je l'avais prise dans mes bras, j'avais senti une peur immense, mais aussi une joie que je croyais impossible à mon âge. Amélie m'a regardé, puis elle a regardé la porte. Elle a compris. C'est elle? J'ai hoché la tête. Claire a entendu sa voix. Qui est avec toi? Sa question était aiguë, presque paniquée. Amélie a posé une main sur mon bras. Tu veux que j'ouvre? Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce n'était pas pour provoquer Claire. Ce n'était pas pour la blesser. C'était autre chose. Pendant des mois, elle avait contrôlé le récit. Elle avait parlé de moi à nos enfants. Elle m'avait présenté comme un homme froid, prévisible, incapable de comprendre. Ce matin-là, je n'avais plus envie de me cacher dans ma propre maison. J'ai reculé. Oui, Amélie a ouvert. Claire s'est figée. Son regard a d'abord cherché mon visage, puis il est tombé sur Amélie, sur le pull, sur ses cheveux mouillés, sur sa main posée naturellement près de son ventre. Tout son visage s'est vidé, comme si la pluie l'avait lavé de l'intérieur. Elle a murmuré. Qui êtes-vous? Amélie n'a pas souri, elle n'a pas triomphé. Elle a seulement répondu. Je m'appelle Amélie, Marc vous a demandé de partir. Claire a cligné des yeux, elle a essayé de regarder derrière elle, vers moi, mais je m'étais déjà éloigné. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai versé le café. Mes mains ne tremblaient pas. Claire a haussé la voix. Marc, tu ne peux pas faire ça, je suis encore ta femme. J'ai répondu sans revenir vers la porte. Tu étais ma femme quand tu as vidé notre compte. Tu étais ma femme quand tu as pris la route avec Antoine. Tu étais ma femme quand tu laissais nos enfants me mentir. Ne viens pas me parler de mariage seulement quand tu as besoin d'un toit. Le silence qui a suivi a été lourd. Puis Claire a dit quelque chose qui m'a glacé. Cette femme ne te connaît pas. Elle aime ton argent, comme tout le monde. Amélie a répondu avant moi, sa voix était calme, mais plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Je travaille depuis l'âge où d'autres apprennent encore à se plaindre. Je n'ai pas besoin de son argent, et contrairement à vous, je ne suis pas venu prendre ce qu'il avait. Je suis resté quand il ne croyait plus rien avoir à donner. Claire n'a rien trouvé à dire. Puis son regard est descendu encore une fois vers le ventre d'Amélie. Ce n'était pas évident. Pas encore.
Mais quelque chose dans la posture d'Amélie parlait déjà. Une protection, une présence, une vérité naissante. Claire a reculé d'un pas. Tu attends un enfant? Amélie n'a pas répondu, et ce silence a suffi. Claire a porté une main à sa bouche. Pour la première fois, elle avait l'air réellement touchée. Pas parce qu'elle m'avait fait, parce qu'elle venait de perdre. Elle a reculé sous la pluie, puis elle a dit d'une voix cassée, « Marc, s'il te plaît. » Je suis revenu dans l'entrée, je l'ai regardé à travers l'ouverture de la porte. Je t'ai attendu longtemps, trop longtemps, maintenant, c'est terminé. Amélie a fermé la porte, doucement, sans la claquer. Le verrou a fait un petit bruit net. Claire est restée dehors plusieurs minutes. Je la voyais par la fenêtre, immobile, sous la pluie, puis elle est partie. Pas comme une femme qui rentre chez elle, comme une femme qui comprend qu'elle n'a plus de maison ici. Le lendemain, Julien est venu. Il n'était pas seul. Sa compagne, Sophie, marchait derrière lui, le visage dur. Ils m'ont trouvé dans l'allée, en train de nettoyer ma voiture. Julien n'a même pas dit bonjour. Tu as remplacé maman, et maintenant tu vas avoir un enfant avec cette femme. Tu te rends compte de ce que tu fais? J'ai posé l'éponge dans le seau. Je ne remplace personne. Ta mère a quitté sa place. Amélie ne l'a pas prise. Elle a construit autre chose avec moi. Sophie a croisé les bras. Ta femme a fait une erreur. Une erreur ne doit pas détruire une famille. Je l'ai regardé calmement. Une erreur, c'est oublier une clé. Rater une sortie d'autoroute, dire une phrase trop dure, préparer une fuite, retirer de l'argent, mentir pendant des mois, entretenir une relation avec un autre homme, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix. Julien est devenu rouge. Tu ne sais pas ce qu'elle ressentait. Et vous, vous saviez ce que je ressentais quand vous me mentiez? Il a baissé les yeux. Enfin, une fissure, petite, mais réelle. Sophie a voulu répondre, mais je l'ai arrêtée. Je ne discuterai plus devant ma maison comme si j'étais l'accusé. Si vous voulez me parler avec respect, ma porte reste ouverte. Si vous venez défendre des mensonges, vous pouvez repartir. Julien m'a regardé. Pour la première fois, il n'avait plus seulement l'air en colère, il avait l'air perdu. Puis, il a tourné les talons. Sophie l'a suivi. Amélie était à la fenêtre de la cuisine. Quand je suis entré, elle m'attendait avec 2 tasses. Je me suis assis face à elle. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Puis, elle a pris ma main, elle l'a posée doucement sur son ventre. On doit être solide maintenant, pas parfait, solide. J'ai senti mes yeux brûler. Dehors, la pluie avait cessé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que le ciel aussi reprenait son souffle. Après le départ de Julien, la maison est devenue plus calme. Pas plus simple, mais plus calme. Amélie et moi avons appris à vivre avec cette nouvelle attente. Chaque matin, je posais la main sur son ventre. Chaque soir, elle me disait qu'elle avait peur. Pas de l'enfant, de tout ce qui pouvait encore venir nous frapper. Je lui répondais que moi aussi, je n'avais plus honte de le dire. Avant, je croyais qu'un homme devait toujours être solide. Maintenant, je savais qu'un homme peut trembler et rester debout. Quelques jours plus tard, Manon m'a envoyé un message court. « Papa, est-ce qu'on peut se voir, juste toi et moi ?» Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du lac, il faisait froid. Les montagnes avaient déjà cette couleur pâle de l'hiver. Manon était assise au fond de la salle, elle tenait sa tasse à 2 mains, comme une enfant qui cherche du courage dans la chaleur. Quand je me suis assis en face d'elle, ses yeux se sont remplis de larmes. « Je suis désolé, papa. » Je n'ai rien dit, je voulais lui laisser le temps. Elle a respiré profondément. Je savais que maman était partie avec quelqu'un, pas tout de suite, mais assez vite. Julien le savait avant moi, il disait qu'il fallait la protéger parce qu'elle allait mal. Alors je me suis tu. Sa voix s'est brisée. Et pendant que je me taisais, toi, tu souffrais seul. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu es ma fille. Je ne veux pas te punir d'avoir aimé ta mère. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas seulement ça. Je lui ai envoyé de l'argent, pas beaucoup, mais je l'ai fait. Elle disait qu'elle avait besoin de repartir de zéro. Elle disait que tu ne comprendrais jamais. J'ai senti une douleur ancienne revenir, mais elle n'avait plus la même force, parce que Manon me regardait enfin, sans détour, sans défense. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux. Je l'ai entendue parler avec une amie, elle riait, elle disait que tu étais prévisible, que tu étais confortable, qu'elle avait voulu sentir son cœur battre à nouveau, puis elle a dit que le confort devient précieux quand l'aventure vous laisse seul. Je n'ai pas répondu. Il y a des phrases qui n'ont pas besoin d'être commentées, elles viennent simplement confirmer ce que le cœur savait déjà. Manon a essuyé ses joues. Amélie ne t'a pas pris à maman, maman t'a laissé, et Amélie t'a trouvé. Ces mots m'ont fait plus de bien que je ne l'aurais imaginé. Ce jour-là, j'ai retrouvé ma fille, pas comme avant, pas comme quand elle était petite, mais comme une adulte capable de regarder la vérité en face. Le divorce a été long, pas à cause de moi.
Claire retardait tout, elle demandait des délais, elle changeait de version, elle disait qu'elle avait été fragile, puis qu'elle avait été manipulée, puis qu'elle avait toujours voulu revenir. Élise, mon avocate, répondait avec des preuves. Des virements, des réservations, des messages, des témoignages, et surtout, le contrat de mariage. J'avais créé mes laveries avant notre union, elles étaient restées dans une société séparée. Claire le savait, mais elle espérait que la peur me pousserait à céder. Elle ne me connaissait plus, ou peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment connu. Le jour de l'audience, Amélie a voulu venir. Elle était très enceinte. Je lui ai dit de rester à la maison, elle a refusé. Tu as traversé l'enfer seul trop longtemps, pas aujourd'hui. Dans le tribunal, Claire était assise en face de moi. Elle portait un tailleur sombre. Ses traits étaient tirés. Elle semblait plus âgée, ou peut-être que je la voyais enfin sans le filtre de mes souvenirs. Le juge a écouté. Longtemps, Claire a parlé de confusion, de besoin de liberté, de souffrance intérieure. Mais quand Élise a présenté les retraits, les virements vers Antoine Vasseur et les preuves de la relation commencée bien avant son départ, la salle est devenue silencieuse. Claire n'a pas nié. Elle a seulement murmuré « J'ai fait de mauvais choix ». Le juge a répondu avec calme. Les mauvais choix ont des conséquences. Le divorce a été prononcé. Claire a dû accepter que les sommes retirées soient déduites de ce qui pouvait lui revenir. La maison est restée à mon nom, les laveries aussi. Elle est repartie avec moins qu'elle n'espérait, mais plus que ce qu'elle avait laissé derrière elle. Car elle avait laissé une famille brisée, un mari détruit, 2 enfants divisés et une confiance morte. En sortant du tribunal, Claire a essayé de m'arrêter. « Marc, attends. » Je me suis retourné, pas par faiblesse, par paix. Elle avait les yeux rouges. « Est-ce que tu m'as aimé? Vraiment ?» La question était presque cruelle. Après tout ce qu'elle avait fait, elle voulait encore vérifier qu'elle avait compté. Je lui ai répondu doucement « Oui, je t'ai aimé avec tout ce que j'étais. C'est pour ça que ton départ m'a presque détruit. Mais je ne t'aime plus, et c'est pour ça que je suis encore vivant. » Elle a baissé la tête. Je suis parti avec Amélie, sans me retourner. Notre fils est né au printemps. Nous l'avons appelé Gabriel. Il est venu au monde au petit matin, avec des poings minuscules, des cheveux bruns et un cri puissant. Quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai senti quelque chose se refermer en moi. Pas une porte, une blessure. Amélie dormait, épuisée. Je regardais ce petit garçon contre ma poitrine. Et je me disais que la vie avait une manière étrange de rendre ce qu'on croyait perdu. Pas sous la même forme, pas au même endroit, mais avec une force nouvelle. Manon est venue à l'hôpital avec un petit doudou gris. Elle a pleuré en voyant son frère. Elle a demandé si elle pouvait le tenir. Je lui ai confié Gabriel. Ses mains tremblaient. « Je serai là pour lui », a-t-elle murmuré. Je l'ai cru. Julien, lui, n'est pas venu. Pas ce jour-là, pas la semaine suivante. Pendant longtemps, il est resté loin. Sophie continuait de publier des phrases blessantes sur les réseaux, des phrases sur la trahison, sur les familles détruites, sur les pères égoïstes. Je ne répondais jamais. Il arrive un moment où se défendre devient une manière de rester attaché au conflit. Je ne voulais plus de conflit. Je voulais mon fils dans les bras, la main d'Amélie dans la mienne, le rire de Manon dans la cuisine, le bruit simple d'une vraie maison. Plusieurs mois plus tard, j'ai croisé Claire dans une épicerie. Elle était seule. Son panier était presque vide. Elle m'a vu avec Gabriel contre moi, dans un porte-bébé. Elle s'est arrêtée, son visage a changé, pas de colère, pas de théâtre, seulement une tristesse nue. « Il est beau », a-t-elle dit. Oh, « Merci ». Elle a regardé mon alliance. Amélie et moi nous étions mariés quelques semaines plus tôt, dans le jardin, avec quelques proches. Une cérémonie simple. Manon avait lu un texte. Gabriel avait dormi pendant presque toute la célébration. Claire a murmuré « Tu as vraiment recommencé ?» J'ai ajusté la couverture de mon fils. Non, j'ai continué, mais sans toi. Elle a fermé les yeux, puis elle a hoché la tête. Pour la première fois, elle n'a pas essayé de discuter. Je lui ai souhaité de prendre soin d'elle. Puis je suis parti, sans haine, sans revanche, sans poids. Le soir, Amélie et moi étions sur la terrasse. Gabriel dormait près de nous, le soleil descendait derrière les montagnes, la maison sentait le bois chaud et le lait de bébé. Je lui ai dit « Parfois, je pense que le pire jour de ma vie m'a conduit ici. » Elle a posé sa tête contre mon épaule. Alors ce n'était pas seulement une fin. Non, ce n'était pas seulement une fin. C'était une rupture violente, une humiliation, une chute. Mais c'était aussi le moment où j'ai découvert que je pouvais survivre sans être choisi par celle que j'avais choisie. J'ai compris qu'on peut perdre une maison et retrouver un foyer. On peut perdre une épouse et rencontrer l'amour. On peut perdre la confiance d'hier et construire une paix plus vraie. Aujourd'hui, je ne me demande plus pourquoi Claire est partie.
Je me demande seulement pourquoi j'ai cru si longtemps que rester aimé à moitié suffisait. Si cette histoire vous a touché, merci d'être resté jusqu'au bout. Votre présence compte beaucoup pour notre équipe. Et si vous ne savez pas quoi ajouter, ou si les mots sont difficiles à trouver, un simple merci dans les commentaires nous fera vraiment très plaisir.